Les législatives et les municipales ont été prorogées au Cameroun. Elles auront lieu, ces élections-là, en 2026. Une prorogation d'un an. Ce matin, je passe d'abord la parole au professeur Owenangini. Professeur, nous avons suivi certains leaders de l'opposition et même certains militants de l'opposition condamnés avec la dernière énergie cette prorogation des mandats des députés mais également des conseillers municipaux. Ce matin, nous nous posons la question de savoir s'il est possible que ces élus de l'opposition puissent démissionner. Dans une certaine forme de cohérence, s'ils désapprouvent ce qui s'est passé, ils pourraient effectivement démissionner. On a vu un ancien conseiller municipal du SDF qui est sur ce plateau, en l'occurrence, M. Abel Elimbi Lobé, le faire parce qu'il n'acceptait pas à une autre période la prorogation de mandat qui bénéficiait alors aux conseillers municipaux. Mais vous savez que quand la matière, il y a beaucoup de dramaturgie, ou alors pour être plus simple, beaucoup de théâtre, les gens vont affecter d'être très fâchés, mais ils vont conserver les avantages qui sont liés au mandat dont ils contestent la prorogation. Je ne pense pas que beaucoup d'entre eux vont démissionner parce qu'ils désapprouveraient la prorogation des mandats. Vous pensez qu'il y a également l'enjeu quand même des avantages liés au mandat? Mais bien entendu, le statut de conseiller municipal ou le statut de député comporte un certain nombre d'avantages. Pas simplement les avantages matériels, mais même des avantages d'ordre symbolique et protocolaire qu'ils voudraient conserver parce que beaucoup ne sont même pas sûrs d'être réélus en cas d'élection effective. Maintenant, aucune règle n'empêche ce qui s'est passé. Et non seulement c'est conforme aux lois et règlements en vigueur, mais dans les conventions politiques, c'est-à-dire les usages, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Et en réalité, les gens qui affectent d'être indignés savaient que ça arriverait. Donc, parce que c'est devenu une convention. Et vous savez qu'en droit, les conventions, les usages font partie du droit. Peut-être que le statut n'est pas aussi important que celui des textes, celui des décrets, celui des lois, mais les conventions font partie du droit. Il n'y a pas à s'en étonner. Pour terminer, il faut savoir que la régulation des institutions politiques s'appuie toujours aussi sur la pratique. Vous avez vu en France, est-ce qu'il y avait obligation pour le président Macron de faire des élections législatives anticipées? Non. Ce qu'il a pensé, peut-être c'était pas opportun, mais du point de vue politique, il a pensé que comme il avait une majorité contrainte, c'est-à-dire une majorité qui n'était pas forte, c'était l'occasion de se procurer une majorité. Malheureusement, son calcul n'a pas fonctionné. Et il s'est retrouvé dans une situation encore plus compliquée. Mais simplement, ça montre que dans un système qui a des mécanismes parlementaires, ce genre de pratique se fait. Anticiper les élections, particulièrement les élections législatives, ça se fait dans des systèmes comme ce qu'on appelle traditionnellement le parlementarisme instable en Israël et en Italie. C'est tous les jours. Donc, il faut que les gens intègrent ces éléments. Et même dans la stratégie politique, dans un pays comme le Cameroun, quand on est un chef politique sérieux, on doit connaître les conventions. C'est que bon, telle élection, ça peut se tenir à tel ou à tel autre moment. Sinon, on n'exerce pas sa responsabilité de manière sérieuse. Merci, professeur. On passe la parole à Abel Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, vous qui êtes de l'opposition, et cette opposition qui condamne cette prorogation de mandat du côté de l'Assemblée nationale. Alors, pour une fois, est-ce qu'on peut quand même voir cette opposition parler d'une seule voix? Je n'attends pas qu'elle soit capable de le faire. Je n'attends pas parce que l'opposition est profondément malade. Elle est malade de la présence des gens qui ne sont pas des acteurs politiques de conviction, qui font de la politique selon la conjoncture du moment, avec des fonds de commerce à géométrie variable. Un coup, on s'indigne parce qu'on croit que cette indignation vous apporte la popularité.
et puis un coup on s'indigne, mais on profite quand même de ce dont on s'indigne. C'est ça. Une espèce de recel. Vous savez, il y a le vol, celui qui vole, Et le recel, mais il y a toi qui achète les produits du vol. le produit du vol ou qui profite des produits du vol, tout en sachant que c'est le produit du vol. Par exemple, toutes ces familles de fémans. Les fémans volent et ils vous permettent de bien vivre avec l'argent du vol. Personne ne dénonce. C'est à peu près ce que nous vivons sur le champ politique. Et je dis à mes camarades que l'un des terrains de lutte, l'un des terrains de combat politique, c'est le terrain de la crédibilité morale. Et sur ce terrain-là, nous ne gagnons pas. Le régime, nous nous battons pour démontrer que le régime n'est pas crédible. Mais le régime se bat pour montrer que nous ne sommes pas crédibles pour le remplacer. Et dans les quartiers, tous les opposants, nous tous, nous avons régulièrement entendu les gens nous dire, même si on vous met à leur place, vous ferez pareil. Parce que nos comportements n'inspirent pas la capacité à changer fondamentalement les choses. Je vous donne deux exemples. Allons-y. Le premier, c'est dans l'ancienne loi, avant le Code général des collectivités territoriales décentralisées, il y avait trois lois. La loi fixant les conditions d'élection à la présidence de la République, la loi fixant les conditions d'élection des maires, des conseillers municipaux et puis les députés. Bien. Puis est arrivée la décentralisation avec les lois de 2004. Dans cette loi de 2004, il y avait la loi fixant les règles applicables aux communes. Dans cette loi-là, l'article 60 de cette loi disait que la répartition des postes d'adjoint au maire doit refléter la configuration. Sociologique. Non, pas sociologique. La configuration du conseil. La configuration du conseil. Donc, le législateur avait prévu que si tu as la majorité absolue, tu as tous les sièges disponibles, tu auras tous les sièges de maire adjoint. Mais si tu n'as pas la majorité absolue, comme il y a d'autres partis politiques présents dans le conseil, vous devez partager les sièges de maire adjoint. Le RDPC ne le faisait jamais, mais le SIF et les partis d'opposition non plus ne le faisaient jamais. Chaque fois qu'ils étaient majoritaires relatifs, ils prenaient tous les sièges exactement comme le RDPC. Jusqu'à ce que je commence le combat en 2007. Pour dire, attention, la législation prévoit que si nous sommes plusieurs partis dans le conseil, qu'on soit aussi dans les postes de maire adjoint. À ce moment-là, quand je commence ce combat à Douala 5, c'est le gouverneur de la région du Sud-Ouest qui est le préfet du Vouri à ce moment. Au Kala Bilay. Nous avons croisé durement le fer au conseil municipal de Douala 5. Nous avons perdu cette année. Mais en 2013, la mentalité a évolué. On a commencé à partager les sièges de maire adjoint. Alors pourquoi? Deuxième exemple. Donc je vous montre que nous ne sommes pas différents. Le RDPC avait des majorités relatives, mais prenait tous les sièges de maire adjoint en violation de l'article 60. Mais là où les partis d'opposition avaient la majorité relative, eux aussi prenaient tous les sièges de maire adjoint. Je prends autre chose. Et là, vous allez chuter. Pas encore. Attends, je finis bien. L'état civil. Vous savez que dans notre loi, l'état civil est gratuit. Les actes d'état civil, l'établissement des actes de naissance, l'établissement des actes de mariage, l'établissement des actes de décès. Mais dans toutes les communes, Y compris celles gérées par l'opposition, y compris celles qui sont mixtes, c'est-à-dire que le maire est RDPC, les maires adjoints, il y a des maires adjoints de l'opposition,
eux tous prennent de l'argent pour signer les actes d'état civil. Pour faire des actes de mariage, ils prennent tous 30 000. Il y a une caisse commune de l'exécutif où on partage l'argent du Tchoko, qu'on prend à tous ceux qui viennent faire les actes d'état civil. Ils sont tous d'accord, opposition au pouvoir, de rançonner les populations. Il est ici, il sait qu'ils prennent 30 000. Quand c'est les expatriés, c'est souvent les 150 000. Et tous sortent du cadre de comment on appelle ça, du cadre réglementaire, dire que de là où est domicilié la mairie ou le centre d'état civil, quand c'est des centres spéciaux d'état civil, ils prennent les livres, ils s'en vont célébrer les mariages dans les hôtels, dans les maisons. Eux tous font ça. Les maires du pouvoir, comme les maires adjoints de l'opposition. J'arrive donc à cette affaire qui nous concerne aujourd'hui. Lorsque le combat, le chef de l'État fait ses manipulations, il y a un message derrière. Quand il prolonge les mandats, je suis devenu conseiller municipal pour la première fois en 2007. On a tenu le mandat normal en 2013. On a fait des élections. En 2018, nous devions sortir. Il a prolongé le mandat. Là, il avait prolongé de 18 mois. C'est le maximum que le code électoral autorise pour les conseillers municipaux. Pour les députés, il n'y a pas de maximum. Mais pour le code électoral, on dit pour une durée n'excédant pas 18 mois. Donc en 2018, il avait prorogé de 18 mois les deux mandats, députés et conseillers municipaux. Pour la prorogation du mandat de député de 18 mois, c'est 18 millions au minimum de salaire qu'il ajoute aux députés. À chaque député. C'est le minimum, hein? Parce que je prends seulement le salaire, parce que dans les 18 mois là, il y a de nouveau l'argent des fonds politiques qu'on ajoute, sans compter les missions que les députés peuvent faire pendant ce temps et les indemnités de session. Parce que dans les 18 mois là, il y a de nouvelles sessions. 18 mois c'est 12 plus 6. Or, la session parlementaire c'est 3 dans l'année. Donc en 18 mois... de véhicule. Oui. N'ajoute rien. Tu n'es pas au conseil, tu es encore dans un conseil. Mais j'ai l'information. D'accord. Ok. Donc dans les 18 mois au Parlement, ça faisait à peu près 4 sessions au minimum. Nous allons chuter les 1000 Oui, 4 sessions où ils reçoivent donc les indemnités de session, etc. Pour les conseils municipaux, c'était pareil. C'était à peu près pour une commune comme Douala 5, 61 conseillers comme celle du maire qui est ici. On recevait à peu près 225 000 francs d'indemnité de session. Donc les 18 mois feraient à peu près 4 ou 5 sessions supplémentaires. Et donc les salaires des maires et les salaires des maires adjoints et comme a dit le professeur, les privilèges. Eh bien, le président sait que ça va se passer comme ça. Et il met sur la table de prouver que nous sommes différents de lui et de ses hommes. C'est compris. Et personne, 10 632 conseillers, 36 conseillers municipaux qu'il y a au Cameroun. Aucun. Et en 2018, il y avait à peu près 1000 quelque chose de conseillers municipaux de l'opposition dans tout le Cameroun. C'est compris. Hein? J'étais le seul à dire que le président est en train de nous piéger. Je demande donc, pour terminer, à ceux qui veulent faire pression maintenant sur les conseillers municipaux et les députés, en l'occurrence les Noirs, les gens du MRC, que mais vous voulez faire pression sur les conseillers municipaux, leur dit de démissionner ou les députés de démissionner. En 2018, quand on a prolongé le mandat, le MRC avait 19 conseillers municipaux, un député, Sob Lazare. Je n'ai pas entendu la direction du MRC, a fortiori
le président Kanto demandait à ses conseillers municipaux de quitter le Parlement, à son député de quitter le Parlement, c'est-à-dire de perdre 18 mois supplémentaires de salaire. Il n'a pas demandé à ses 19 conseillers municipaux de démissionner. Il y en avait 2 dans ma commune à cette époque, à Douala 5. Il y avait l'élection présidentielle en vue. Donc, M. Kanto n'est pas seulement lui, y compris cette organisation fantoche que j'ai vu dans les réseaux sociaux, qui prétend faire pression sur les élus de l'opposition pour leur demander. Je demande à ces gens-là, Monsieur Noir, en 2018, vous n'étiez pas là pour faire pression. on a compris. Ils sont donc disqualifiés pour faire pression. Ce qui ne veut pas dire que M. Nietzsche doit rester député. Il doit nous montrer qu'il est capable d'être cohérent. J'ai envie de vous couper, monsieur. Envers lui-même et envers nous. Pour que son discours soit crédible. On va vous passer la parole. Monsieur Limbi Lobé, de manière globale, pense que ce que vous, de l'opposition, vous critiquez aujourd'hui, vous le faites ailleurs et vous le ferez certainement demain si jamais vous êtes au pouvoir. Il prend justement le cas des conseillers municipaux qui n'ont pas démissionné lorsque vous étiez aux affaires à la dernière mandature et maintenant vous demandez aux autres de démissionner. D'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que, à notre connaissance jusqu'ici, le mandat des conseils municipaux n'a pas encore été prorogé. Parce que là, cela se fait uniquement par décret. Le mandat des députés seuls serait prorogé dès la promulgation de la loi par le président de la République. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Qu'il n'y aura pas prorogation du mandat des conseils municipaux? Je dis les choses telles qu'elles sont maintenant. Il n'y a pas encore eu prorogation officiellement vous du mandat. Là pour rien. Non, c'est utile à le dire aux téléspectateurs. Il n'y a pas encore eu prorogation du mandat des conseils municipaux. Le décret n'est pas encore publié de toute manière. Cela dit, il a raison, que ça ne sert à rien parce qu'il sait que ce décret aura lieu. Cela dit, tu ne pas encore le temps. Bon, attends, je vais te moi je ne pense pas que nous allons perdre de temps. Cela dit, vous savez, permettez, vous avez parlé, personne ne t'a interrompu, laissez-moi parler. Non, je suis ton ami. Vous continuez. Si ce terrain-là, je suis... continue, je parle plus la parole. Oui, ne prends pas. Je veux juste dire à ce stade-là que longuement parler, personne ne vous entend. Je vais simplement... pas la parole. Allez-y, monsieur Noir. Encore plus intelligent. Oh là là, ça ce sont des attaques directes, monsieur Noir. Et quand nous attaquent, vous dites quoi? Soyez rien. Non, soyez protégé. Pourquoi aussi lorsqu'il nous attaque? Non. Voilà. Parce que son propos ici... Il ne vous insulte pas. Vous insultez. Son propos ici, chaque fois qu'il prend la parole, c'est le MSC. Il critique. Donc, il a une haine viscérale contre le MSC. Et je ne comprends pas. La première fois, vous avez suivi les propos à l'endroit de... je ne parle pas de la haine, je parle de la question. Monsieur Noir, restons dans le débat. Non. Monsieur Elimbi a dit un certain nombre de choses. C'est quand même pas la première fois que nous sommes à monsieur Elimbi. Laissez-moi dans la haine. Ce n'est pas à lui que je réponds. On est d'accord? Vous avez posé une question, ce n'est pas à lui que je réponds, c'était à lui, je me tairais simplement. Donc je dis, le débat que l'on veut faire, où on veut prétendre que retourner la chose pour dire non, le problème c'est la crédibilité de l'opposition, c'est ceci, cela ne tient pas. On veut faire subtilement oublier au peuple que le président de la République, pour la 3e fois, est en train de commettre une forfaiture en refusant de respecter la Constitution qui a fait la prolongation ou l'abrégement du mandat des députés une exception. Il en fait maintenant la règle. Ça fait que régulièrement, on prolonge le mandat des députés. Je vais vous poser une question. Nous savons que lors de la dernière mandature, les membres du MRC étaient conseillers municipaux. Il y avait un qui était député de la nation. Et il y a eu une même prorogation. À cette époque, vous n'avez pas critiqué cette prorogation. Mais en ce moment, vous critiquez la prorogation. Est-ce que vous êtes cohérent au MRC? Qui vous dit que nous... Ça veut dire que vous ne suivez pas l'actualité. Je pourrais vous présenter une déclaration dans laquelle nous avons à ce moment-là
Nous sommes érigés contre cette prorogation. Est-ce que vous avez on a fait une démissionné? déclaration. Est-ce que vos conseils municipaux ont démissionné? C'est pas ça le sujet. Est-ce que votre député a démissionné? C'est pas ça le sujet. Il faut pas confondre le débat. C'est pas ça le sujet. Je vais vous dire une chose. Que les députés ou les conseils sur l'opposition démissionnent, c'est symbolique. C'est-à-dire que sur le plan politique, ça n'apporte rien du tout. Et il faut comprendre ça. On ne peut pas poser un acte qui ne vous rapporte absolument rien sur le plan politique. Ça rapporte quoi? Donc, il faut pas dévoiler le véritable débat qui est celui de la justification de la prorogation de ces mandats. Et c'est ça le problème. La dernière fois, dans l'exposé des motifs, je me rappelle que on a abondamment parlé de la question financière, dit qu'ils ne sont pas prêts sur le plan financier. Et je voudrais rappeler ici que cela est faux. Parce que gouverner, c'est prévoir. Depuis 2018, le gouvernement RDPC sait effectivement qu'il y aurait des élections coupées d'abord, législatives et municipales en février 2025, l'élection des conseillers régionaux et l'élection présidentielle. Donc ça veut dire qu'ils auraient dû prévoir ça. Comme ils l'ont fait à ces conseils d'élection 2020. En 2019, dans le budget, ils ont prévu 50 milliards pour l'élection municipale de 2020. D'ailleurs, ils ont prorogé ça par une ordonnance rectificative du budget de 30 milliards. Justifiant cela par le fait qu'ils devraient mettre en place, n'est-ce pas, les conseillers régionaux. Donc je dis, c'est pas l'argent qui manque. Tout au plus, les deux élections coûteront tout au plus 150 milliards. Et je voudrais rappeler ici que en décembre 2023, le Conseil électoral et l'ECAM a adopté ce qu'ils appellent la dépense à court terme, c'est-à-dire moyen terme entre 2024 et 2025. Et le budget arrêté là, c'est de 150 milliards. Donc 40% devait être financé par les amis du pays, les partenaires multilatéraux et bilatéraux. Donc ça veut dire qu'au niveau du conseil électoral, ils ont prévu qu'il y aurait plus d'élections et qu'il fallait financer. Et sur la base de ce qu'ils avaient déjà fait, notamment l'élection présidentielle 2018, où ils ont dépensé 20 milliards de francs CFA, l'élection budgétaire, législative municipale, en 2020, ils ont dépensé au total, et puis l'élection du conseil régional, 80 milliards de francs CFA. Donc ça veut dire qu'ils savaient qu'avec 150 milliards, on peut faire toutes les élections. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, lui qui gouverne le pays, donc qui est susceptible de prévoir tout ça, ne l'a pas fait? Et aujourd'hui, vient nous dire que non, il manque de l'argent pour qu'on puisse organiser toutes les élections, alors qu'on a vu des pays plus petits que nous qui organisent les élections. On dit non, c'est un problème d'écart, l'écart est trop... on ne peut pas faire ça dans la même année parce que l'écart, ceci a fait ceci. Nous disons clairement que non, entre février et octobre, c'est 8 mois. Ça veut dire qu'on a du temps. Entre octobre 2025 et mars 2026, ça fait à peine 5 mois. Si on ne peut pas le faire pour l'éducation financière, on n'arrive pas à mobiliser les fonds en 8 mois, est-ce que c'est en 5 mois qu'on peut mobiliser les fonds? Ça veut dire que, tout simplement, les raisons données dans le projet de loi sont des raisons complètement balancieuses. C'est compris. Tout simplement. Et aujourd'hui, il ne faut pas que vous trompez le peuple en voulant transformer cela pour dire non. Il faut que les députés, les conseils de l'opposition démissionnent. C'est pas ça la question. La question c'est pourquoi est-ce qu'on proroge, pourquoi l'exception devient la règle. C'est compris, Justin Noir. Je voudrais dire à l'endroit de tous les panélistes sur ce plateau que dorénavant, nous allons faire un effort d'être précis et concis parce que nous avons encore beaucoup de travail ce dimanche. 2 autres sujets tout aussi intéressants et importants nous attendent. On passe la parole donc au docteur Alexandre Thomas Essomba. Alors, vous qui êtes du pouvoir, quand vous écoutez, vous regardez ce qui se passe et vous écoutez ce qui est dit, j'ai la nette impression que vous buvez le petit lait, mais que ce soit ces gens de l'opposition par rapport à cette prorogation, apparemment ils sont également contents. Je ne suis pas venu ici pour plaindre l'opposition. Le RDPC prend acte, le RDPC a une boussole, le RDPC a une vision, le RDPC sait lire la météo politique parce que si il se dit, s'il a été dans l'exposé de motifs, que pour des raisons de trésorerie, pour des raisons de calendrier, pour éviter des chevauchements, qu'il fallait proroger ces élections. D'autant plus que, je parle sous le contrôle des experts ici, d'autant plus que la Constitution donne cette possibilité au pouvoir.
Article 15, alinéa 4. Et je pense que c'est tout bénéf pour le RDPC qui prend acte et qui prend tout ce temps pour se préparer. Et nous avons une présidentielle qui se pointe à l'horizon. Nous devons faire feu de tout bois. Nous devons mettre toute notre énergie pour nous préparer. L'opposition a parfois est peut-être victime de trop de liberté. On nous engage à aller à une élection, on refuse d'y aller, on se donne toutes ces libertés. Aujourd'hui, on se plaint de ce que le pouvoir veut tricher. Le pouvoir ne triche pas. C'est une démarche normale, c'est une démarche légitime. Et je pense que qu'est-ce qui n'est pas légitime dans la démarche de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui n'est pas légal dans la démarche de l'Assemblée nationale? Je ne vois pas. On vient ici, on pleurniche, on s'apitoie. C'est pas la réelle, c'est pas notre préoccupation aussi. Le RDPC est là, le RDPC s'organise, le RDPC travaille et le RDPC respecte le calendrier étatique par rapport à ces élections présidentielles, législatives et autres. Nous prenons acte, nous nous préparons en conséquence. Vous prenez acte et vous vous préparez en conséquence. Pierre Blériot-Niamek, nous sommes donc restés juste aux petites condamnations verbales. Je veux parler de l'opposition par rapport à cette prorogation de mandat de députés et de conseillers municipaux. Aucun acte concret. C'est du théâtre, là. Non, il n'y a pas qu'une seule opposition, il y a les oppositions et chacune a son problème. S'il faut parler du MRC, il n'est pas fondé à parler de cela puisqu'il n'est ni à l'Assemblée nationale, ni dans les mairies. Donc lui, il n'a pas parole. Donc nous exagérons en donnant la parole. Non, le MRC, normalement, sur les questions législatives et municipales, ne devrait pas se prononcer, du moins pendant cette mandature. Donc nous cessons d'être citoyens. Non, ce n'est pas ça le problème. La preuve, c'est que vous n'accueillez pas ici les autres partis d'opposition qui n'ont pas de représentants dans ces différentes institutions. Je crois que c'est une fleur supplémentaire que vous faites au MRC. C'est pas une fleur. Oui, non, il n'est pas fondé. Il ne peut pas demander aux députés des autres de démissionner. On est d'accord? Il ne peut pas leur demander, aux conseillers municipaux des autres partis d'opposition, de démissionner. Quelqu'un a dit que nous avons demandé. Je dis que non, vous ne pouvez pas. Ça, je pouvais le dire pour le RDPC, le MRC. Maintenant, pour les autres partis d'opposition, notamment ceux qui sont représentés dans les sphères municipales et législatives, parfois ici, remarquez que Biya dure au pouvoir parce qu'il a compris que le niveau de la mentalité morale des Camerounais est très basse. Ah bon? Oui, elle est très basse. S'il avait fallu renverser Biya, il aurait fallu qu'il ait en face de lui des vrais sujets moraux. C'est ça le problème. Onang ne pouvait taper Biya en 2018. Hey. Non, je le dis comme ça parce que c'est un sujet moral. C'est ce qui faisait sa force. Dans l'opposition, on n'a pas de sujets moraux. Quand on appelle... Qui le dit? Non, je sais qu'il n'a plus de force. Il n'est pas je suis responsable. Je ne suis pas son porte-parole. Je reviens à l'opposition. Vous voyez l'opposition qui voit proroger les mandats. Il y a même des présidents des partis d'opposition qui sont députés. Ils devraient montrer à Biya qu'eux ne s'intéressent pas aux petits argents là. Qu'ils ne sont pas d'accord que Biya fasse des choses en démissionnant les premiers. En fragilisant, parce qu'il y a une technique qui permettrait de fragiliser le pouvoir. C'est-à-dire, par exemple, Cabral Libi dit à tous les conseillers municipaux du PCRN de démissionner et de fragiliser ainsi les municipalités. Non, chacun va manger pendant 10. Il va demander à quel PCRN? Non, c'est lui qui a le PCRN, laissez-moi Comment ça? Donc, c'est lui qui, c'est pas Tangadi qui donne les partis aux gens. C'est la loi qui donne les partis. Il ne faut pas mélanger les choses. Donc, moi je suis légaliste, c'est pas Tangadi qui désigne les présidents. C'est Cabral Libi qui est président du PCRN. Il faut que nous soyons au même niveau d'information. L'information vient de la loi. Et la loi donne raison à Cabral Libi. Elle ne vient pas, la loi n'est pas édictée par Tangadi. Je continue. Je dis donc, Biya sait. Il le sait pertinemment que les opposants sont d'une cupidité tout à fait exécrable. Tout à fait. Il le sait. Vous savez ce que Biya fait souvent à la plupart de ces gars-là? Quand un opposant s'agite beaucoup, Biya envoie les gens le rencontrer. Dès qu'on l'a rencontré, il se calme. Vous avez encore entendu parler de Bello Bouba Maïgari dans ce pays? Vous savez qui était Bello Bouba Maïgari en 90 dans ce pays?
Vous savez même encore dans quel ministère il se trouve? Vous avez encore entendu parler de Issa Tiroma Bakari? Les gens qui ont... Vous avez entendu parler de... Bon, lui, il est décédé, celui qui avait le MDR. Et ainsi de suite. Dakole Daïsala. Ils sont tous dans la même enseigne. Et Biya n'a pas en face de lui des gens capables de lui dire, comme les Sonko et Diomaye au Sénégal, garde ton argent, nous voulons le pouvoir. Biya a donc compris que les membres du RDPC et ceux de l'opposition, ce qui les intéresse, c'est la pitance. Même les Noah qui sont là, si Biya appelle Noah maintenant, il dit que bon, on te nomme ceci, cela, c'est terminé. Et c'est ça qui... que nous sommes assez... Non, tout le monde, même Kanto. Donc c'est ça. Non, tu le sais. Et ça, c'est le grand problème de l'opposition au Cameroun. Mais pas pour nous. Non, mais pour vous-même, c'est pire. Si je dois parler même, le NRC même, c'est pire. Tu veux que je cite les noms et les trajectoires pour nous? Tu veux dire oui? Oui, cite. Bon. Donc, oui. Aucun docteur au Canada Boudé. Il est de quel parti? Comment il a fait pour se retrouver à l'université du Roi national dans ce parti? Voilà. Et ce n'est pas les gens de Biya qui l'ont récupéré là-bas. Ça veut dire que comme il est militant de... Ce n'est pas les gens de Biya qui ne peut plus être employé par l'État. Qui l'a employé? Il ne peut plus être employé. Ce n'est pas les gens de Biya qui l'ont récupéré. Tu veux savoir qui l'a récupéré? Non. Alors, il faut arrêter. Je vous connais. Il ne peut plus être employé. Moi, je vous connais. Ça veut dire que c'est vous trompez les autres. Parce qu'on a eu ici. Pensez à ici. On a besoin des hommes, des sujets bourrés. Ça. Vous comprenez? Biya t'appelle, il te propose de l'argent, tu lui dis garde ton argent. Et on attend l'opposition dans cette prorogation. C'est compris, hein? C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant ce sujet inscrit à l'ordre du jour. À tout de suite pour la suite.